Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour ce deuxième épisode de la deuxième saison de Astronomer at Home. Voilà un scientifique ou une scientifique que l'on invite chez vous à la maison pour discuter ensemble pendant 1 heure environ. On va avoir l'occasion de découvrir encore de nouvelles choses, de nouveaux mystères de l'univers. Bonjour le Gavier, bonjour INS, bonjour Christine, bonjour Méliluge, Yo38442, bonjour Anne-Bod, bonjour Maël. Et salut Minus, Minus c'est Adrien, c'est un médiateur du planétarium, c'est un collègue qui sera là aussi avec vous pour animer le chat, vous répondre tout au cours de ce moment qu'on va passer ensemble. Alors ce soir, vous savez, hein, on a eu pas mal de spécialités. Quelqu'un me demandait encore aujourd'hui, c'est quoi la différence entre un astronome et un astrophysicien? L'astronome, c'est le terme général. Après, il y a plein de spécialités. On a reçu des planétologues, on a reçu des astrophysiciens et astrophysiciennes, des cosmologistes, etc. Là, cette fois-ci, aujourd'hui, on va aller regarder l'univers par l'autre côté de la lorgnette. Et pour ça, j'ai le grand plaisir de recevoir aujourd'hui Narey Lorenzo Martinez. Bonjour. Bonjour. On va rester ensemble, on va pouvoir discuter avec toi ce soir. Euh, Juste avant de démarrer, je rappelle, comme à chaque fois, les règles du jeu. Aujourd'hui c'est un petit peu spécial puisque on ne va pas parler de galaxies lointaines ni d'étoiles qui meurent en explosant, mais on va faire de la physique des particules. Voilà. Donc vous dans le chat, n'hésitez pas évidemment à intervenir, n'hésitez pas à poser des questions à Narey, hein, c'est pas une conférence, on est là pour discuter ensemble. Bonjour Momo, bonjour Lorraine, bonjour Nonosan, bonjour Pinto. Donc on est tous ensemble pour discuter. N'hésitez pas quand vous posez une question, éventuellement à nous donner notre âge, parce que ça nous permet à votre âge, ça nous permet d'adapter un peu le discours en fonction de ça. Et puis évidemment, on va essayer de se focaliser sur le sujet d'aujourd'hui. Donc on évite les questions qu'est-ce qu'il y a dans un trou noir, qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang, c'est pas le thème. Ce sont des questions passionnantes, on a déjà commencé à en parler, on en reparlera évidemment. Mais là, on va en rester sur l'infiniment petit. Alors, vous allez voir qu'il y a largement de quoi discuter. Et puis, évidemment, le lien entre ce que fait Narey et puis la découverte de l'univers, parce que, évidemment, qu'il y a un lien. Allez, on va faire les derniers bonjours. Bonjour Kumiro, bonjour Jojo, bonjour Cactus Ringard, bonjour Mister Quark. Ah, ça va peut-être nous intéresser. Mister Quark B. Euh, et puis du coup on va commencer, j'ai beaucoup trop parlé. Narey, je te laisse la parole, je te propose de commencer traditionnellement, on laisse l'invité se présenter. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui tu es, ce que tu fais, etc. Bien sûr, bonjour à tout le monde, merci de venir nous écouter. Donc moi je suis Narey Lorenzo Martinez, je suis chercheuse au CNRS, au laboratoire d'Annecy Le Vieux, de physique des particules. Je suis rentrée il y a 4 ans au CNRS, avant j'étais en post-doctorat. Donc c'est ce qu'on fait en fait après un doctorat pour en fait continuer à se former à la recherche, tout en attendant d'avoir un poste au CNRS, qui est assez difficile à obtenir. Donc ce post-doctorat, je l'ai fait pour les universités américaines, l'université de Indiana. Et là-bas, j'y ai travaillé pendant 3 ans sur le détecteur Atlas, dont je vais vous parler aujourd'hui. Et avant ça, j'ai fait une thèse à Paris, plus précisément à Orsay, ce qui s'appelle maintenant la grande université de Paris avec le plateau d'Orsay, etc. Avant, c'était le LAL, le laboratoire de l'accélérateur linéaire. Et donc, j'y ai fait ma thèse là-bas pendant 3 ans. Et en fait, juste pour la petite anecdote, pendant ces 3 années, j'ai découvert le boson de Higgs avec mon équipe et puis bien sûr les équipes de la collaboration Atlas. Donc j'ai vraiment participé à cette découverte. Ça a été un moment absolument passionnant et, et très intense de ma carrière. Voilà. Félicitations encore, du coup, hein, on n'a pas l'occasion de te le dire. Bravo. On aura peut-être l'occasion d'y revenir d'ailleurs un petit peu, je pense, à un moment ou à un autre dans la soirée. Bien sûr. Euh,
Et donc du coup, aujourd'hui, on va parler de ton travail, donc on va parler évidemment de physique des particules et du coup, alors la physique des particules, c'est quoi? Alors voilà, il y a tout le monde qui te félicite chaudement sur le chat. Hem, la physique des particules, c'est quoi? Et puis, est-ce que tu peux nous emmener un petit peu jusqu'à quel niveau est-ce qu'il faut descendre pour les observer, ces petites particules? Alors oui, effectivement, la physique des particules, c'est assez spécial. On va dire que ce sont des objets qu'on ne peut pas voir à l'œil nu, ni même avec aucun instrument que vous connaissez habituellement, les microscopes, les loupes, et cetera, même des microscopes atomiques, on ne peut pas voir, les particules que j'observe moi. Alors en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on les observe pas, on observe indirectement l'effet qu'ils ont sur la matière. Et c'est ça vraiment qui est le point clé, c'est que c'est tellement petit que jamais personne pourra se targuer de les avoir vraiment vus. On se contente d'observer, voilà, leur effet sur la matière. Et comment on fait? Eh bien, en fait, on utilise des détecteurs, des gros détecteurs, en fait. C'est étonnant puisqu'on va vraiment aller voir des particules qui sont infinitésimales. Donc pour de vraiment donner un ordre de grandeur, si vous savez un peu la taille qu'a un ADN dans une cellule humaine, par exemple, peut-être que tu Eh peux me ben, montrer la. justement, on peut commencer, avec, ah mince, excuse-moi, c'est pas ça, c'est ça, voilà. On va commencer par notre plongée dans la matière. Voilà. Et donc effectivement, donc si vous voyez un peu cette image, je ne sais pas si elle apparaît. Voilà, je crois qu'elle apparaît maintenant. Donc oui, effectivement, si vous regardez une cellule de la peau, déjà c'est quelque chose qui est assez petit qu'on peut observer au microscope. Si vous regardez à l'intérieur, bien sûr les chromosomes et cetera et l'ADN à l'intérieur. Donc tout ça, ce sont des choses qu'on peut observer avec des techniques, poussées d'imagerie. Mais ensuite, à l'intérieur, vous voyez qu'il y a une espèce d'objet, un peu rond, rouge et bleu là, c'est ce qu'on appelle les noyaux, de l'atome et autour, il y a, des espèces de cercles comme, un peu des cercles de gravitation, autour de ces noyaux. Ça, c'est ce qu'on appelle, c'est un électron qui tourne, voilà, autour de ce noyau et donc moi, ce que je vais observer, ce sont ces particules. Je vais observer d'une part les électrons. On appelle ça une particule, élémentaire dans le sens où on n'a jamais pu encore la diviser en 2. On pense qu'elle elle est indivisible et à l'intérieur de ce noyau, vous voyez des boules rouges et des boules bleues. Ça, ce sont, les protons et les neutrons qui se trouvent dans le noyau. Ces protons et ces neutrons sont encore des choses un peu trop grosses pour moi, parce que je sais qu'on peut les diviser encore en plusieurs morceaux et ces morceaux, vu qu'il y a un monsieur Mister Quark dans ce chat, j'imagine que vous savez déjà qu'à l'intérieur de ces protons, de ces neutrons, il y a des quarks et ces petits objets bizarres, pour le moment, on n'a pas encore pu les diviser. C'est pour ça qu'on appelle ces quarks des objets élémentaires. Donc moi, ce qui m'intéresse vraiment dans mon métier, ce sont tous les objets élémentaires, donc les électrons et les quarks. Et pour la petite anecdote, toute la matière qui nous entoure, que ce soit nous-mêmes, que ce soit, la table, la chaise, l'univers, tout ça est fait essentiellement de 3 particules, l'électron qui tourne autour de ce noyau et le quark U et le quark D. Donc en fait, on peut vraiment c'est absolument fascinant de se dire que tout notre univers, de vraiment toutes les textures qu'on peut rencontrer, les matières, les couleurs, tout ça est fait de 3 particules élémentaires. Et c'est seulement la façon dont on les combine, les forces qui agissent entre toutes ces particules qui va vraiment modeler notre monde. Mais c'est vraiment, voilà, 3 c'est comme si vous jouiez à fabriquer, toute une ville avec 3 Lego de 3 couleurs différentes. Voilà, c'est absolument fascinant. Je t'ai mis là un noyau atomique avec, Voilà, histoire qu'on ait une idée un peu plus précise vraiment du niveau où toi tu joues. C'est-à-dire que c'est pas voilà, l'atome, c'est pas le noyau de l'atome, c'est pas les particules qui composent le noyau de l'atome, qui sont les protons et les neutrons, ici en rouge et en blanc, mais ce sont les particules qui composent ces protons et ces neutrons dans le noyau de l'atome. exactement, voilà, exactement. D'accord. Et et donc c'est vraiment ça que je vais y aller étudier. Et donc, peut-être qu'on peut se poser la question: «Comment, je vais arriver à les voir et comment je vais arriver à produire ces particules aussi?» Peut-être qu'on peut revenir aussi sur qu'est-ce qu'il y a comme d'autres particules dans le monde aussi? Qu'est-ce qui existe comme autres particules dans notre modèle physique théorique? Parce que je viens de vous dire qu'il y avait 3 particules qui existaient, qui composent toute la matière, principalement toute la matière qu'on connaît, mais
Il y a aussi on a découvert en fait depuis un siècle qu'il existait d'autres particules qui étaient créées dans des événements violents, on va dire, par exemple, qui venaient du cosmos, ou bien qui étaient créées dans des accélérateurs. Et ces particules, ça va être, on va dire, les cousines des particules élémentaires que l'on observe dans la matière ordinaire. Donc peut-être qu'on peut monter un petit tableau. Nareil, juste Voilà. avant, donc si je résume, hein, ici, les quarks, ce sont les minuscules boules bleues et les boules rouges. Donc Tout à fait. dans le proton, j'ai 2 boules bleues et une boule rouge, alors que dans le neutron, j'ai 2 boules rouges et une boule bleue. Donc ça, ce sont les quarks, ces boules bleues et rouges. Et donc, pour l'instant, dans le premier modèle que tu viens de nous dessiner, on a juste ces petits quarks bleus et rouges qui composent en fait le noyau, et puis des Mmh. électrons qui tournent autour. Donc 3 particules pour faire l'univers. Exactement. C'est ça qui D'accord. est absolument incroyable, oui. Mmh. Et ensuite, tu, tu vas nous apporter quelques complications dans tout ça. Oui. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la matière stable, c'est-à-dire qu'à l'état stable, dans notre état à nous, c'est ce qu'on observe. Par contre, comme je le disais juste avant, quand il y a des événements un peu plus violents, des collisions, des rayons cosmiques, là, on va observer d'autres particules. Et ce sont les particules que je vais mentionner là. Donc, vous voyez que ce dont j'ai parlé juste avant, ce qui constitue l'atome, c'est le U et le D. Donc le up and down, c'est les deux quarks en couleur jaune que vous voyez tout à gauche du tableau. Mais vous voyez qu'il y a d'autres quarks qui sont indiqués ici et ce qu'on appelle un peu les cousins de ces autres quarks qui vont en fait être produits de façon instable, c'est-à-dire qu'ils vont se désintégrer tout de suite en un quark plus léger, un quark qui va être plus stable. Voilà. Une autre chose que je n'ai pas dite encore, mais qui est bien sûr tout autour de nous, mais qui ne compose pas la matière, mais qui est autour de nous quand même, ce sont les bosons. Donc les bosons, c'est la ligne bleue que vous voyez ici. La colonne bleue. La colonne bleue, pardon, que vous voyez ici, gluons, photons, boson Z et boson W. Et qu'est-ce que c'est que ces particules? En fait, c'est des particules qui vont vraiment être les médiateurs des forces. Ils vont interagir, ils vont échanger des interactions entre les particules. Par exemple, prenons l'exemple du photon. Le photon, peut-être que les gens le savent, c'est la particule médiatrice de l'électromagnétisme. Donc, c'est-à-dire que quand il va y avoir une interaction électromagnétique, donc électrique ou magnétique, il va vraiment y avoir un photon en jeu qui va être échangé pour faire propager cette force. Avant, on pensait que les forces, ça se propageait instantanément, et en fait, on a découvert qu'après, qu'il y avait vraiment un espèce de médiateur, un messager, on va dire, de ces forces. Donc si je résume tout ce que tu viens de nous dire, dans l'univers, on a des particules, des vraies particules, des petites boules. Ça, ce sont les quarks en jaune et puis les autres particules en vert. Et lorsque ces particules parlent les unes avec les autres, lorsque deux électrons, par exemple, qui sont de même charge électrique, s'approchent et se repoussent, eh bien, parce qu'un électron est électrique, a une charge électrique, et bah du coup, il discute avec l'autre électron en s'échangeant des petits photons. Exactement, c'est Et bien du coup, résumé, ouais, c'est ça. les quarks, eux, qui sont dans le noyau, donc qui sont sensibles à la force nucléaire, eh ben, ils vont s'échanger des photons, mais aussi des gluons, par exemple. Exactement, parce qu'en fait, ils subissent une alors voilà, ça c'est quelque chose qui est intéressant à savoir. La force, il faut savoir qu'il y a une espèce d'ordre de grandeur entre les différentes forces. La force, forte, de fait de son nom, on l'a appelée forte parce que c'est la plus forte de toutes. Elle permet en fait au noyau de rester, cohérent, de former une boule parce que comme vous voyez, il y a des charges. Les protons et les neutrons, si vous connaissez un peu les charges des protons et neutrons, les protons c'est positif, alors que les neutrons c'est neutre, on le comprend bien avec le nom. Et donc, on peut se dire qu'il n'y a que des charges positives, ça devrait se repousser et les noyaux devraient exploser. Eh bien, c'est pas du tout ce qui se passe. Les noyaux sont très cohérents, ils restent vraiment bien formés. Et ça, c'est dû au fait qu'il y a une force forte en jeu, qui est bien plus forte que l'électromagnétisme, qui va attirer les quarks entre eux et donc finalement va attirer les protons et les neutrons entre eux. Alors, Et cette force, excuse. pardon, vas-y, Oui, je oui, t'en prie. vas-y, je t'en prie, je t'en prie. Et juste pour conclure, cette force, le messager de cette force, c'est le gluon. C'est-à-dire qu'ils s'échangent des gluons et le gluon, on voit bien le nom glu pour coller. Donc c'est vraiment cette image-là. Ouais.
j'ai remis un autre panneau qui raconte la même chose, mais on avait oublié une troisième petite famille de quarks et puis une troisième Oui, petite famille d'électrons. Donc là, je viens de m'apercevoir de l'erreur, je l'ai vite changé. Donc on a c'est finalement, pour résumer, on a les quarks, on a en dessous la famille des électrons et des cousins des électrons, et on a à droite la famille de toutes les particules qui servent aux deux premières familles à discuter entre elles. Si on discute d'un point de vue électrique, ce sera par échange de photons. Si c'est la force nucléaire, ce sera des gluons, etc., etc. Et puis on a quelque chose au milieu, du coup. et oui, le boson, le fameux boson de Higgs. Et donc ce boson, il a, en fait, son origine, on va dire théorique, elle remonte à 1964. Il y a eu des théoriciens qui se sont posé une question, assez pertinente. Ils se sont dit: Si je regarde les équations qui décrivent un peu toutes ces quarks, ces forces et cetera», ils s'apercevaient qu'en fait, les symétries qui étaient, inhérentes, aux équations, c'est-à-dire la symétrie, il y a toujours des symétries dans les équations, symétrie, droite-gauche, symétrie de temps et symétrie d'espace, c'est-à-dire que tout doit se conserver. Quelque chose qui arrive à Paris, mettons, la gravitation, elle va pas être différente à Paris ou à New York, ça, c'est quelque chose qu'on sait. Et pareil, la gravitation n'a pas changé depuis, le 15e siècle. Donc c'est vraiment quelque chose qui devait être, bien mis dans les équations, et pourtant on s'apercevait qu'à partir du moment où on avait mesuré des masses, par exemple la masse de l'électron, la masse du muon, et qu'on essayait d'injecter ça dans les équations, eh bien les symétries n'étaient plus respectées. Alors, ils se sont dit que peut-être que la masse des particules n'était pas une propriété vraiment de la particule elle-même, mais plutôt, un fait, le résultat d'une interaction. Et si on faisait ce petit changement de principe, on arrivait à conserver les symétries. Et donc ça a l'air d'être, pas grand-chose, mais finalement ça supposait l'existence d'une nouvelle particule et aussi d'un champ, d'une nouvelle force, en fait. Et cette force, c'est le champ de Higgs, et la particule, c'est le boson de Higgs. Une D'accord. fois qu'ils ont fait, cette supposition, la seule façon de prouver que leur théorie était vraie, c'était de découvrir ce boson de Higgs. Et donc c'est les physiciens se sont attelés à ce travail depuis 1964. Il y a eu vraiment beaucoup, beaucoup de choses qui ont été faites dessus. Il y a même beaucoup de gens qui disaient que c'était un travail, herculéen, et que c'était comme chercher une aiguille dans une botte de foin, parce qu'on n'avait vraiment aucune idée de la masse que pouvait avoir ce boson de Higgs. Et même des théoriciens, je crois même que l'un des 3 théoriciens qui a émis, l'hypothèse disait même que c'était pas la peine de chercher, que c'était vraiment un sans espoir. Et et donc les physiciens, quand même ont essayé de le faire, parce qu'on est quand même assez têtus, hein. Et à la fin, on a réussi à le trouver, mais c'est vraiment une grande chance, parce qu'il a été à une masse, assez faible pour le LHC finalement. Et par contre, si vous connaissez la masse du boson de Higgs, c'est 125 gigaélectronvolts, par, C2. Donc je ne sais pas si vous connaissez un peu les unités d'énergie, et de Je masse? suis pas sûr. En fait, Si tu veux les utiliser, je pense qu'il va falloir les introduire. voilà, donc en fait, généralement en physique des particules, on donne la masse des particules en GeV, gigaélectronvolts. Donc qu'est-ce que c'est? C'est que finalement on a l'équivalence E égale mc2, que peut-être que vous connaissez tous. E égale mc2, ça dit simplement qu'à partir du moment où on accélère de la matière à la vitesse de la lumière, donc c2, c'est la vitesse de la lumière au carré. À partir du moment où on l'accélère à cette vitesse-là, la matière se transforme en fait en énergie, ça devient de l'énergie, et cette énergie elle-même peut être reconvertie en matière. Et donc c'est vraiment une équivalence, on a vraiment cette équivalence entre l'énergie et la matière, et donc le gigaélectronvolt, c'est une unité d'énergie. Et elle dit que c'est l'énergie qu'il faut pour déplacer un électron, d'1 mètre dans un champ de 1 volt. Donc c'est vraiment 1 électronvolt. Et donc ça vous parle pas, mais c'est juste pour vous dire que c'est 1 électronvolt, c'est assez faible. Voilà, E égale mc2. Et 1 gigaélectronvolt, donc ça veut dire, giga, c'est la 10 puissance 6, c'est 1 000 000 000, c'est bien ça? Non, 1 000 000. Voilà. Euh, Donc c'est euh, 1 000 000 de, c'est 1 milliard. C'est 10 puissance 1 9. milliard de, voilà. Un Voilà, Si, exactement. Donc si- ça a 10 puissance 9, 1 000 000 de électronvolts, donc 1 milliard de fois l'énergie qu'il faut pour déplacer un électron dans un champ de
1 volt sur 1 mètre, voilà. Donc si je résume ce que tu viens de dire, parce que ça je crois que ça va nous suivre tout le long de l'entretien. Si on résume, ce que dit cette équation, E égale mc2, ça nous dit que l'énergie, E, c'est exactement pareil que de la matière, que de la masse, m, à un facteur c carré près. Mais en fait, le plus important dans cette équation, c'est E égale m, l'énergie c'est de la matière c'est de l'énergie. On peut transformer l'une en l'autre et l'autre en l'une, et c'est pour ça que toi, tu pèses de la matière avec des unités d'énergie, parce que pour toi, physicienne des particules, énergie et matière, c'est exactement pareil, c'est ça? Voilà, c'est exactement ça, D'accord. exactement. Je rappelle juste, hein, parce que là je vois que tout le monde est très très attentif, mais alors le chat est d'un Dans le calme. silence, j'ai jamais vu ça. Si vous avez des questions à poser à Nareil, ou s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, n'hésitez surtout pas à intervenir, hein. Voilà, vous êtes aussi là pour discuter, c'est pas qu'une conf. Donc voilà, vous n'êtes pas obligé d'intervenir, mais n'hésitez pas, n'oubliez pas que vous pouvez toujours poser des questions, n'importe lesquelles, il n'y a pas de questions bêtes. La seule bêtise, c'est de ne pas la poser. Voilà. Excuse-moi Nareil, mais je préférais remettre un petit peu tout Ah ça, mais hein. bien sûr, tu as bien fait. Et donc pour revenir à mon petit boson de Higgs là, sa masse, elle est de 125 gigaélectronvolts, donc c'est ce qu'on vient de dire, donc c'est une unité d'énergie, mais bon voilà, c'est comme ça qu'on fait. Et cette énergie, juste, pour vous dire, peut-être que vous connaissez un peu, si quelqu'un connaît un peu l'histoire de la physique des particules, saura peut-être qu'avant le LHC, donc je vais vous en parler longuement après du LHC, c'est le Large Hadron Collider, c'est un grand accélérateur et collisionneur de particules. Avant ça, il y avait un autre grand collisionneur qui s'appelait le LEP, qui se situait exactement au même endroit, dans le même tunnel. Donc pour vous dire, c'est un peu à la frontière entre, la France et la Suisse, vers Genève. Je vais te le montrer, je dois avoir une image. Il faut Voilà, juste que j'arrive à la trouver. Je crois que c'est celle-là. Voilà. voilà. Et donc, ce grand collisionneur, le LEP, qui fonctionnait dans les années, 1980 jusqu'à 2000, on va dire, hem, avait essayé de chercher le boson de Higgs dans son temps. Et malheureusement, l'énergie qu'il pouvait atteindre était juste légèrement inférieure à ce que l'énergie du boson de Higgs, enfin la masse du coup du boson de Higgs. Et je crois que la limite, c'était 114 gigaélectronvolts. Donc vous voyez qu'en fait, on a raté d'un cheveu la découverte du boson de Higgs, on va dire 20 ans, 20 ans, en avance. Et c'est vraiment ouais, les lâchers, il a vraiment une énergie bien, bien plus importante. On peut accélérer les particules jusqu'à, 7 téraélectronvolts. Donc ça, on est passé à un ordre de, C'est-à-dire juste 7000 gigas. voilà, exactement. Donc on est passé à un facteur 1000 au-dessus. Que, c'est seulement à ce moment-là qu'on a pu vraiment accéder à cette, masse-là et on l'a vu au bout de 2 ans de prise de données. Voilà. Donc effectivement, comme la masse et l'énergie, c'est plus ou moins la même chose, on comprend maintenant aussi pourquoi est-ce qu'on veut des accélérateurs toujours plus puissants, puisque plus un accélérateur, injecte de l'énergie, et plus à partir de cette énergie, on va pouvoir créer des particules de masse importante. Exactement, c'est ça l'idée et sachant que comme on cherche des nouvelles particules, ça j'en parlerai après, on voudrait, savoir si on a vraiment tout vu ou s'il reste des choses à découvrir. La seule chose, à faire, c'est monter encore et encore en énergie puisqu'on a déjà exploré l'énergie plus basse. Donc la seule chose à faire pour découvrir des nouvelles particules maintenant, ça va vraiment aller explorer encore plus loin et donc d'accélérer encore plus vite avec des machines encore plus grandes et des détecteurs encore plus grands. Et juste pour revenir sur comme tu as montré cette belle photo là, je peux expliquer 2 minutes. Oui. Donc en fait, ce que vous voyez en pointillé rouge, c'est la frontière entre la Suisse et la France et ce que vous voyez en bas, il y a une espèce de une grande figure blanche là et il y a indiqué aéroport de Genève. Donc c'est pour montrer en fait la taille de l'aéroport de Genève comparée à la taille de l'accélérateur que moi j'utilise en ce moment pour faire mes recherches, qui est le plus grand cercle jaune que vous voyez. Donc c'est vraiment impressionnant de se dire que cet accélérateur, il est beaucoup, beaucoup plus grand que l'aéroport. Il fait 27 kilomètres de circonférence et bien sûr, pour pas déranger, la population, il est enterré à 100 mètres sous terre et plus précisément, puisque je vais revenir après, vous voyez qu'il y a 4 points rouges tout autour de ce grand cercle jaune et ces 4 points rouges, en fait, marquent l'emplacement des 4 grosses, expériences, les 4 gros détecteurs qui vont être placés tout autour.
ça va être comme des gros appareils photo qui vont prendre en photo les collisions qui vont avoir lieu à ces 4 endroits. Et celui sur lequel je travaille, c'est celui qu'on appelle Atlas, qui est tout en bas de la photo. Voilà. D'accord. Alors, avant de partir sur ces expériences, on a 2 questions ici dans le chat, donc on va en profiter, hein, pour discuter un peu ensemble. Tu nous as dit que l'énergie maximale que pouvait atteindre actuellement un faisceau dans le LHC, était de 7 téraélectronvolts, 7 TeV, et j'ai Lio7514 qui dit: «Non, c'est pas 7 TeV, c'est 14 TeV». Est-ce que, Oui, bien tu peux me sûr. dire pourquoi est-ce qu'il double la valeur? Oui, alors en fait, on a 7 TeV pour chaque faisceau. En fait, voilà, il faut comprendre que ce qu'on fait, c'est des collisions de paquets de protons. Donc on prend un paquet de protons, on envoie contre un autre paquet de protons. Et on sait tous bien qu'une voiture envoyée à 50 km/h contre une autre voiture envoyée à 50 km/h, la vitesse à l'arrivée, la vitesse équivalente, c'est 100 km/h. C'est comme si vous aviez eu un choc à 100 km/h. Parce qu'en fait, on va vraiment aller additionner les deux vitesses pour en déduire la vitesse résultante de collision. Donc c'est bien pour ça qu'on parle de 14 TeV. Et d'ailleurs, pour être extrêmement précis, c'est pas 14 TeV, c'est 13 TeV, puisqu'en fait, on est à 6,5 TeV pour être vraiment très précis. Voilà, on saura absolument tout. Euh, on a Knako qui nous demande, c'est bien joli d'accélérer ces particules, mais comment est-ce qu'on fait ça? L'accélération à donner dans le LHC, ah oui, l'accélération à donner dans le LHC est celle de la lumière. Donc je pense que il y a 2 questions. Il y a la mienne qui était: est-ce que tu peux nous dire un peu comment ça s'accélère tout ça? Est-ce qu'on donne des coups de pied dans les particules? Et puis, est-ce que du coup, on arrive à accélérer les particules? Enfin, quelle est la différence entre la vitesse de ces particules et la vitesse de la lumière? Alors bonjour Cédric, je crois que je te connais, Nako. C'est super que tu m'écoutes. Donc en fait, alors les particules, dans le LHC, on les accélère à 99,9 % de la vitesse de la lumière, donc c'est extrêmement proche. Mais comme vous le savez, si on atteint la vitesse de la lumière, la matière devient énergie, donc elle devient en fait, une série de photons. Donc on n'atteint pas la vitesse de la lumière, on l'approche de façon à vraiment, avoir une extrêmement grande énergie dans l'état final, mais on n'atteint pas bien sûr cette vitesse. Donc on est vraiment à quelques cheveux de la vitesse de la lumière, mais pas tout à fait. D'accord. Voilà. Et, Et et on l'autre a question, Et on a Mike 2319 qui nous dit 1 électronvolt, donc ça c'est votre unité à vous de mesure d'énergie. C'est vrai que nous, dans notre monde à nous, quand on mesure de l'énergie, on la mesure en joules, c'est ce qu'on a appris à mmh, l'école. Et c'est vrai que 1 électronvolt, c'est un dixième de milliardième de joule. Donc c'est vrai qu'un électronvolt, c'est méga minuscule. Et du coup, on s'extasie en disant: waouh, 1 téraélectronvolt. Enfin, ouais, c'est quand même juste à peine un millième de milliardième de joule. Donc pourquoi est-ce qu'on dit que c'est super grand alors qu'en fait, même 1 téraélectronvolt, c'est des milliardièmes de joule, c'est rien du tout. et oui, c'est une très, très bonne question, c'est quelque chose que les gens se posent souvent comme question. En fait, effectivement, c'est une énergie assez faible. On dit souvent que c'est un peu l'énergie d'un moustique qui s'écrase contre vous quand vous marchez, donc c'est pas grand-chose effectivement. Mais, pourquoi on dit que c'est énorme? C'est parce qu'en fait, il faut vous rendre compte que la taille des choses que l'on collisionne, les protons. Les protons, c'est 10-15 mètres, donc il faut vraiment se rendre compte l'échelle qu'on est en train d'atteindre. Et si on rapporte l'énergie à la taille, on peut voir que finalement on va dire la densité d'énergie par, on va dire par centimètre ou Par particule? voilà, elle est absolument impressionnante. Vous ne survivrez pas à cette énergie finalement. Si on rapportait l'énergie qu'elles reçoivent vu leur taille, c'est vraiment une énergie colossale finalement. C'est Donc un c'est peu vraiment comme c'est un peu comme si on disait que c'est vrai que l'énergie du soleil par rapport à l'univers, c'est rien du tout. Mais si je concentre l'énergie du soleil dans une ampoule électrique et que je fais briller une ampoule électrique comme le soleil, dans l'ampoule électrique, elle, ça va être une densité colossale d'énergie, c'est ça? exactement, voilà, c'est ça, exactement. D'accord. Mmh Bon, mh. eh bien écoute, je pense qu'on a bien introduit le, le thème. Il est déjà 18h30, hein, je joue un petit peu le maître du temps là, parce que sinon on va parler que de physique des particules et puis on parlera jamais de ton, de ton, de ton métier. Une dernière petite question de Lio. Alors,
Le souci, c'est qu'il faudra peut-être falloir. Alors, on va essayer de répondre vite et puis quand même d'introduire un petit peu. Lio demande s'il y a la possibilité de produire des axons. Alors je Est-ce crois que. que tu veux dire des actions peut-être? Oui, actions, je pense. Et du Ouais. coup, est-ce que ça fait partie de ton domaine? Est-ce que tu peux répondre rapidement à la question? Et oui, donc c'est pas du tout mon domaine en fait. D'ailleurs je préférais pas trop m'étendre sur le sujet parce que j'aurais peur de dire des bêtises. D'accord. Heu, Si j'ai bien compris, c'est le fait de produire des particules qui vont plus vite que la lumière. Je pense que c'est ça l'idée. Mais je pense moi je ne sais pas mes sujets de recherche, donc je suis pas trop la meilleure personne pour répondre, voilà. Il n'y a pas de problème. C'est vrai qu'on le rappelle, hein, c'est pas parce qu'on est scientifique qu'on sait absolument tout sur tout, et clairement, il y a des domaines. Merci en tout cas de ton honnêteté. Et puis ce que je te propose, justement, donc on essaiera de parler d'action, si on arrive à trouver un jour un spécialiste du domaine. Mets ta question sous le coude, Lio. On ne parlait effectivement pas de tachyon, ça sera encore autre chose. Il y a beaucoup trop de choses en physique des particules dont il faut qu'on parle. Et du coup, alors, bon, toi, donc, tu utilises le LHC qu'on voit encore ici comme d'un méga microscope pour regarder un petit peu ces microscopiques particules au niveau au niveau des 4 points qu'on a vus, CMS, ALICE, Atlas et LHCb. Et du coup, quel est le lien entre toi, ce que tu fais, et l'univers? Alors, je vais peut-être aussi, excuse-moi, mettre, si tu m'avais demandé aussi avant qu'on parle de ce que toi tu faisais, de te mettre cette image aussi, donc je te la remets aussi. Pourquoi est-ce que en balançant des fraises, j'obtiens des bananes et des pommes? Voilà. Donc ça, cette image, elle est bien pour expliquer, vraiment ce qu'on fait. L on Si on revient à l'équation E = mc2, tout à l'heure, je vous expliquais, c'est la matière-énergie, c'est équivalent. Mais ça va même plus loin, c'est-à-dire que non seulement c'est équivalent, mais en plus, on peut envoyer, quelque chose, au début et à obtenir complètement des choses différentes dans l'état final et dans l'état final, ça veut dire, à la fin dans mon détecteur. Et vous voyez que ça peut même aller à des choses un peu qui nous semblent un peu contradictoires, c'est-à-dire qu'on peut même avoir plus de particules que ce qu'on a envoyé. Alors on pourrait se dire: «Bah non, c'est pas logique, il y a pas de conservation», mais si, en fait, si, parce que l'énergie des particules, ce que j'appelle particules ici, c'est tous les fruits, elle va peut-être être moins importante que l'énergie de la fraise au début. Donc au final, tout se compense, mais c'est ça qui est intéressant à voir. C'est-à-dire qu'au début, j'ai peu de particules, mais qui ont chacune beaucoup d'énergie. Et donc C'est au ça. niveau de la collision, toute cette énergie va se convertir en d'autres particules qui peuvent être plus massives encore que les fraises que j'ai envoyées parce que j'ai mis beaucoup d'énergie et que je peux piocher là-dedans pour créer plein de trucs, c'est ça? Exactement, c'est extrêmement bien formulé, c'est ça que je voulais dire, oui, exactement. Merci, Voilà. c'est mon boulot, je reformule. Et je Euh, voulais juste dire une petite chose sur Dis-nous. les collisions elles-mêmes, parce que c'est des chiffres assez, fantastiques. Donc on fait vraiment des collisions, comme je disais, de paquets d'électrons. Et qu'est-ce que c'est de paquets de protons, pardon. Qu'est-ce que c'est qu'un paquet? En fait, c'est, des dizaines de milliards de protons dans chaque paquet, même des centaines de milliards. Et donc ça veut dire que ce que j'appelle un paquet contre un autre paquet, c'est ce que vous voyez à gauche de l'image avec des petits points rouges, donc ça, ce sont mes protons. Pourquoi j'en mets autant? C'est parce qu'en fait la probabilité que 2 protons se Se tape. collisionnent, elle se tape, elle est très, très faible puisque ce sont des objets extrêmement petits. Donc en mettant une centaine de milliards, on a une chance, on va pas dire une chance, mais on va 10 chances ou 20 chances que sur une collision, j'en ai un qui se touche, 2 qui se touchent. Et donc en fait aussi ces collisions, elles ont lieu toutes les 25 nanosecondes. Ça veut dire que j'ai 40 millions de collisions par seconde et aussi, chaque proton va faire 11 000 fois le tour par seconde. Donc ça, c'est un peu pour donner les ordres de grandeur. D'accord. Et pourquoi on en fait autant? C'est parce que les particules qu'on cherche, c'est ce que tu disais tout à l'heure, on cherche à produire des particules massives qu'on n'a pas encore vues. La probabilité de production de ces particules, elle est extrêmement faible. C'est pour ça qu'on les a pas observées d'ailleurs encore. Et donc si on veut vraiment avoir une chance un jour de les voir, il faut vraiment y mettre le paquet et absolument mettre toutes les chances de nos côtés et faire énormément de collisions, en permanence. On tourne en fait pendant un an, on fait 40 millions de collisions par seconde pendant un an et on regarde le résultat de tout ça. Voilà. Donc on cherche littéralement une aiguille dans une botte de foin là. Enfin, je pense qu'il y a plus de chances de trouver une aiguille dans une botte de foin que de trouver les particules que tu cherches. Je pense, oui. D'accord.
Ben, on va arriver sur les détecteurs que toi tu utilises. C'est ce Oui. genre de choses? C'est ce petit bout de métal là qu'on a ici? Alors voilà, c'est ce petit bout de métal. Donc ce petit bout de métal, il fait à peu près 46 mètres de long et qua 25 mètres de haut. Donc pour vous donner un ordre de grandeur, il y a tout en bas un petit bonhomme, je sais pas si vous voyez en orange là, Au-dessus du 4? au-dessus du 46 mètres là, vous voyez, juste en haut D'accord. du 46 mètres, il y a un petit bonhomme et au-dessus du 4 aussi d'ailleurs. Donc c'est juste pour vous donner un peu l'ordre de grandeur. Ça pèse 7 000 tonnes, donc c'est le même poids que la tour Eiffel et ça fait la taille de Notre-Dame. Donc c'est absolument impressionnant à voir. Et comment ça marche? En fait, vous voyez le trait rouge là au milieu, c'est, le faisceau de protons dont je parlais tout à l'heure, qui est envoyé dans ce détecteur. Et tout au milieu, vous voyez un petit peu les traits, jaunes, violets, bleus. Ça, c'est le résultat, c'est ce qu'on disait, hein, c'est les 2 fraises qui ont donné, les poires, les bananes, et cetera. Donc ça, c'est ce qu'on observe et ce détecteur là que vous voyez, il y a plusieurs couches, peut-être que vous en rendez pas compte, mais tout au milieu, il y a une petite couche jaune. Au-dessus, il y a une couche verte et au-dessus encore, il y a une couche un peu bleue. Et ces couches, en fait, elles ont différentes fonctions. Elles vont vraiment, faire un travail de détective pour nous aider à reconstruire ce qu'était la particule. Donc comme je disais tout à l'heure, c'est impossible pour nous de voir vraiment les particules. On voit, en fait, l'interaction qu'elles ont avec la matière. Et comment elles interagissent? Eh bien, selon qu'elles soient chargées ou pas chargées, elles vont être déviées par un champ magnétique ou pas. Et aussi, elles vont pouvoir laisser des traces dans ce qu'on appelle un trajectomètre. Donc, c'est la première couche. En fait, ce sont des pixels, hein, je ne sais pas si pour les gens qui connaissent un peu, c'est des petits carrés de silicium. Et en passant dans ces petits carrés de silicium, elles vont laisser une trace. Elles vont allumer en fait un signal et en reconstruisant en fait une série de signaux, on va pouvoir reconstruire une trace, une trajectoire. Et ensuite, la couche d'après, c'est un calorimètre. Donc, calorimètre, pour ceux qui connaissent un peu le latin ou l'espagnol, calor, ça veut dire chaleur. Donc, c'est vraiment une partie qui va arrêter les particules, elle va les stopper parce que c'est très dense. Et en faisant cela, en fait, on va pouvoir vraiment faire la somme de toutes les énergies qui ont été déposées dans toutes les petites cellules de ce calorimètre et en déduire l'énergie de la particule. Et enfin, la partie bleue, là, tout en haut, c'est ce qu'on appelle un trajectomètre à muons. Et ce coup-ci, les muons, en fait, ils sont assez denses, ils sont assez lourds, ils vont pas s'arrêter dans les calorimètres. Et en fait, le détecteur à muons va vraiment voir la trace d'un muon. Ça va être d'ailleurs les seules particules qui vont laisser une trace dedans. Et vous voyez qu'en fait, en faisant des déductions entre qu'est-ce qu'on a vu dans chaque détecteur, est-ce que c'est parti à droite, à gauche, est-ce que ça a laissé des traces dans tel, on va vraiment pouvoir déduire, ah bah tiens, c'était un proton ou un neutron ou un électron ou un photon. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir reconstruire nos collisions. Il y a plus Voilà, Savante qui résume ce que tu viens de dire en disant un travail de détective à partir d'indices et de traces, c'est ça en fait, hein? c'est exactement ça. C'est S comme si vous voyiez des traces dans la neige et selon, si, la trace est profonde ou pas, si les pas sont espacés ou pas, vous allez vraiment savoir si quelqu'un est passé, était corpulent ou s'il marchait vite ou courait, voilà, vous allez pouvoir déduire tout ça. d'accord. OK, ça c'est assez fou ce détecteur, il est absolument gigantesque. En fait, on a des couches, hein, des couches de détection et chaque couche va s'occuper d'un type de particule, ce qui fait qu'une fois que tu es arrivé au bout, ben, normalement, tu as récupéré à peu près tout ce qu'il fallait et tu as toutes les infos pour savoir ce qui se passe. Exactement, c'est comme ça que ça marche, voilà. Et toi là-dedans, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu cherches? Ah voilà, la question, cruciale. Et moi ce que je fais, donc je vais revenir justement à l'univers. Donc depuis tout à l'heure, on parle de particules, vous allez vous dire: «C'est quoi le rapport avec, l'astrophysique et l'univers?» En fait, moi ce que je cherche, ce qui m'intrigue depuis longtemps, c'est qu'est-ce que c'est que la matière noire? Donc peut-être que vous le savez, la matière noire, c'est un composant, assez, important de notre univers. Il y a des théoriciens qui disent que ça fait un quart de notre univers et une grosse, grosse partie de la matière, de notre univers. Et pourtant, on n'a toujours pas observé. Toutes les expériences depuis des dizaines d'années n'ont rien montré. Et donc, en physique des particules, on a pris la question sous un autre angle. On s'est dit: «Mais si la matière noire existe, on devrait la produire dans des collisions. Et donc, pourquoi ne pas la chercher?»
Et donc, il y a 2 façons de chercher cette matière noire. Soit on va vraiment aller la chercher dans sa désintégration elle-même, c'est-à-dire que, par exemple, mes 2 fraises vont donner de la matière noire et donc cette matière noire, je vais essayer de la voir et en fait, je vais pas vraiment la voir puisque je vais essayer de ne pas la voir. Comment, pour me réexpliquer un peu plus clairement, dans notre détecteur, on sait que, comme je vous ai dit, tout se conserve. Si j'ai une certaine énergie au début, j'ai forcément la même énergie à la fin. Et pourtant, il y a des fois des collisions dans lesquelles j'ai quelque chose au début, mais j'ai pas la même chose à la fin. Généralement, dans ces cas-là, on dit qu'un neutrino est passé. Un neutrino, c'est une matière, c'est une des petites cases qu'on a vues tout à l'heure dans le tableau des particules. C'est une particule qui interagit très peu avec la matière. Et on s'est dit, bah voilà, on va faire pareil avec la matière noire. La matière noire, si on l'a pas vue, c'est que par définition, elle n'interagit pas beaucoup avec les autres particules. Donc, on va faire le même principe. On va essayer de voir des collisions assez énergétiques qui ne donnent rien à la fin. On ne voit rien à la fin. Et en faisant ce genre d'exercice, donc c'est ce qu'on voit à gauche dans ce diagramme, mettons qu'il y a 2 fraises qui rentrent, il se passe un truc et à la fin, il y a plus rien. Et ce plus rien, on aimerait bien voir si c'est pas de la matière noire. Donc ça, c'est certaines personnes de ma collaboration font ce genre d'exercice. Moi, mon exercice, Et, il est encore plus compliqué. Oui, vas-y, je t'en et, prie. et excuse-moi, c'est quand même assez fascinant. Donc là, on est sur la partie bleue de ton graphe. Donc tu nous Ouais, as expliqué tout à l'heure que quand il y avait des collisions, comme toutes les particules étaient soit arrêtées, soit détectées, du coup à la fin on arrivait toujours à faire la mesure, et tu confirmes qu'on arrive toujours à mesurer qu'à la fin il y a quand même la même quantité de choses qu'au début, si tu mets l'énergie et la matière ensemble. Et donc oui. l'idée, ce serait de trouver une collision dans laquelle, à la fin, il manque de l'énergie, ce qui fait que cette énergie aurait été convertie en une particule de matière noire qui n'aurait pas imprimé le détecteur, c'est ça? C'est ça. Et d'ailleurs, j'aimerais bien rebondir sur la question de Knako qui dit toutes les traces sont identifiables ou y a-t-il une possibilité que certaines nous échappent? Bah justement, ça, c'est relié à ça en fait. C'est le fait que dans le détecteur, normalement, on voit tout, c'est ce que je viens d'expliquer, à part si c'est un neutrino. Le neutrino est une particule qui interagit tellement faiblement qu'elle elle est neutre, donc elle n'interagit pas de façon électromagnétique. Elle n'interagit pas avec la force forte. Et la seule façon qu'elle a d'interagir, c'est la force nucléaire, mais là, dans ce cas-là, elle le fait pas. Donc, en fait, on va vraiment pas la voir, donc elle va nous échapper, on va pas la voir et généralement, on la reconstruit en faisant la différence entre ce qu'on a au début et ce qu'on a à la fin et on dit que ça, c'est un neutrino. La deuxième façon d'avoir de l'énergie manquante, enfin, c'est ce qu'on appelle l'énergie manquante, il nous manque de l'énergie, c'est s'il y a un endroit défectueux dans l'appareil. Alors là, ça, c'est un gros problème parce que du coup, on va avoir l'impression de voir des neutrinos ou de la matière noire et en fait, c'est simplement qu'il y a des pixels qui ne marchent plus à cet endroit-là. Et ça, c'est un gros souci et c'est pour ça d'ailleurs que le détecteur, il est tout le temps monitoré. On est tout le temps en train de contrôler s'il marche bien ou pas. Il y a toujours 24 heures sur 24 des gens qui scrutent des ordinateurs pour vraiment vérifier que tous les canaux un par un marchent. Parce que vous vous rendez bien compte du problème si jamais on dit bah voilà, on a découvert la matière noire. En fait, c'est simplement qu'un morceau du détecteur ne marchait plus. Ce Donc ça, serait c'est problématique, vraiment oui. c'est arrivé à d'autres, que nous, hein. Vous vous Ah rappelez bon? peut-être de la vitesse du neutrino, il y a des gens qui ont découvert que la vitesse des neutrinos était plus grande que celle de la lumière, mais c'était simplement un défaut dans leur, appareillage. Donc voilà et donc c'est vraiment une question intéressante. C'est pour ça que c'est une question pertinente. Donc nous, c'est exactement le même principe qu'on fait, c'est qu'on utilise cette propriété de la conservation d'énergie pour se dire: «Bah, voilà, si vraiment il manque de l'énergie et que c'est vraiment trop gros pour être du neutrino, mettons qu'on nous manque vraiment beaucoup, beaucoup d'énergie, alors ça doit être de la matière noire». Ben, ça oui, voilà, et donc moi, ce que je fais, c'est encore plus compliqué, j'allais dire, parce que je ne la vois même pas, je ne cherche même pas à la voir dans mon état final ou de ne la pas voir dans mon état final, mais je cherche à voir l'effet qu'elle aurait sur mes particules qui sont dans l'état final. Donc ce que j'appelle l'état final, c'est les petites flèches qui sortent et l'état initial, c'est les petites flèches qui rentrent. Donc les petites flèches qui rentrent, c'est mes fraises de tout à l'heure. La matière noire, c'est les petits pointillés au milieu. Donc vous voyez qu'en fait, mes petites fraises ont donné lieu à de la matière noire et cette matière noire a redonné lieu à des bananes, des poires, des choses que je connais très bien. Et tout l'exercice, assez périlleux, ça va être de se dire: «Bon, si j'avais pas eu cette matière noire au milieu, qu'est-ce que j'aurais obtenu?» Et là, c'est des équations habituelles qu'on utilise tout le temps, on connaît très bien, on mesure ça tous les jours, on connaît par cœur. Par contre, si à un moment donné, j'ai bien produit de la matière noire au milieu, ça va vraiment changer des choses. C'est-à-dire que
mes bananes et mes poires, elles vont être, par exemple, produites à un angle plus grand, elles vont être plus dispersées, elles vont avoir une énergie différente, elles vont pas avoir même le même taux de production et en fait, ça va changer vraiment les propriétés de ces particules que normalement je connais bien et donc ça va être tout mon jeu, en fait, de comparer ce que je connais d'habitude à ce que je vois et si ce que je vois a une petite différence, alors je peux commencer à me dire: «Ah, peut-être que j'ai produit de la matière noire». Et donc c'est assez complexe parce qu'il faut vraiment faire des mesures très précises. Il faut être très, très au fait de toutes les incertitudes. Les incertitudes, c'est le fait qu'on fasse des mesures, des erreurs de mesure. Donc il faut connaître toutes nos erreurs de mesure. Il faut être extrêmement précis pour voir cette matière noire, du coup. Voilà. D'accord. Il y a Monsieur Quark B justement qui te demande si on a justement, bah, du coup, ça c'est ce que tu fais, mais la réponse, est-ce qu'on a des particules en vue pour la matière noire ou pas encore? Est-ce que ton travail a donné un résultat ou est-ce qu'on est encore en train de chercher? Alors oui, alors effectivement, il y a c'est ce qu'on appelle des candidats, des particules qui existent dans d'autres théories et qui pourraient être de bonnes particules de matière noire dans le sens où elles interagissent peu, elles ont un taux de production faible et par exemple, dans la théorie, la supersymétrie, je ne sais pas si les gens connaissent, c'est en fait, l'idée, c'est simplement de faire un miroir avec la théorie dont je parle depuis tout à l'heure, le modèle standard. Simplement de reproduire le tableau que je connais et de prendre un peu les symétriques, au niveau des propriétés et je j'appelle ça la supersymétrie. Donc c'est une théorie qui a été très en vogue pendant les dernières, décennies. Les gens pensaient que ça allait résoudre, le problème de matière noire et cetera et en fait, plus on l'a testée, c'est-à-dire qu'on a vraiment cherché quand on fait une théorie, il faut toujours la tester sinon, c'est plus valable. Et donc on a vraiment essayé de la tester et pour le moment, elle s'est avérée, elle fait des prédictions qui ne sont pas observables. C'est-à-dire qu'on ne voit pas ce que prédit la supersymétrie. Tiens, Ou alors je oui, vas-y. te mets la supersymétrie ici si tu veux. Et oui, s'il te plaît, ouais, ça serait super intéressant. Voilà, c'est exactement ce que je disais, c'est que ça en fait, ça fait un miroir, ça fait un chaque particule du modèle standard habituel a son partenaire supersymétrique. C'est les petits, tildes qu'on voit, sur les particules Donc il y et a ça il y a un quark up supersymétrique, un quark down supersymétrique, un électron supersymétrique, un boson de Higgs voilà, supersymétrique. exactement, c'est ça l'idée. Et pourquoi on les connaît pas, ceux-là? Eh bien, en fait, c'est une théorie, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a émis cette idée et on a essayé de voir le U tilde, le C tilde, le T, enfin tout et on n'en a vu aucun pour l'instant et donc donc soit ça veut dire qu'elles sont à des énergies extrêmement grandes, qu'on n'a pas encore pu atteindre, soit c'est que ça n'existe pas. Donc là, pour l'instant, on est encore en train de chercher. Il y a des gens qui sont en train d'atteindre des niveaux d'énergie assez impressionnants. On peut maintenant mesurer jusqu'à des particules de masse de 4 téraélectronvolts, donc c'est quasiment toute l'énergie qui a été donnée dans la collision, donc c'est absolument énorme et pourtant, jusqu'à ces niveaux d'énergie, on ne voit rien de nouveau. Donc ça veut dire qu'elles sont bien au-delà ou alors que cette théorie, elle est fausse. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne pourra jamais vraiment conclure, puisqu'il va falloir toujours aller plus haut, plus haut, plus haut. Mais on va dire qu'en ce moment, elle est de plus en plus, on va dire il y a quelqu'un qui le dit dans le chat, hein, qui dit, Lio 77514 qui dit: «La supermétrie, on parle de l'abandonner» et il a tout à fait raison. En lisant les articles qui sortent, en ce moment, on voit vraiment que cette, théorie, elle est un peu décriée parce que si vraiment elle existait, elle aurait des valeurs très bizarres qui seraient plus très naturelles et donc on a vraiment plus très envie de l'adopter, voilà. D'accord. J'ai Kumiro qui demandait: «Est-ce qu'il y a un lien quelconque à ton niveau entre ce qu'on appelle la matière noire et ce qu'on appelle l'énergie noire? Ou est-ce que c'est 2 choses différentes et ça n'a rien à voir avec ton travail?» Alors moi, je suis pas experte en énergie noire, enfin moi je me concentre vraiment sur la détection de matière noire. Ce que je sais, c'est que l'énergie noire, elle est là pour expliquer le fait que, il y a une accélération de l'expansion de l'univers, donc les objets célestes s'éloignent les uns des autres de plus en plus vite chaque jour. Et ça va à l'encontre de la seule force qu'on connaît dans l'univers, on va dire qui s'étend à l'échelle de l'univers, qui est la gravitation, qui elle, plutôt, rassemble les objets les uns vers les autres, qui les attire. Donc il y a vraiment une espèce d'incohérence entre les 2 et donc il y a eu, des gens qui ont proposé l'idée d'avoir une énergie qui aurait une tendance inverse d'écarter les objets les uns des autres.
Et donc, à ma connaissance, mais bien sûr, je ne suis pas du tout experte, il n'y a pas vraiment de relation entre les 2. On les appelle noires toutes les 2 parce que c'est des choses inconnues. Voilà, mais peut-être que quelqu'un qui est plus expert saura mieux répondre. Ouais. On avait la semaine dernière, on avait reçu justement Dominique Boutini, qui d'ailleurs travaille au laboratoire d'Annecy de physique des particules, comme toi, donc que tu le connais Mmh. très bien. Et Oui. justement, on avait déjà parlé un petit peu justement de cette fameuse matière noire, de cette énergie noire, et le fait qu'à part le nom, effectivement, il y a pas forcément, a priori, beaucoup de liens entre les deux. C'est vrai qu'il faudrait qu'on les appelle vraiment différemment, ces deux trucs, au lieu de leur Ouais. donner les mêmes mots, parce que ça a tendance à laisser croire que ça a des liens, alors que, a priori, pas forcément, quoi. Oui. Il y a quelqu'un qui dit: «C'est quoi?» si, c'est Skygeek21 qui dit: «C'est quoi la différence entre matière noire et matière exotique?» En fait, matière noire, c'est vraiment le nom spécifique qu'on donne à cette matière manquante, qu'on sait qui devrait exister dans l'univers puisqu'on voit la rotation des étoiles qui est trop rapide par rapport à leur masse. Alors que la matière exotique, c'est vraiment le nom qu'on donne à toute particule qu'on pourrait observer. Donc, ça pourrait être des particules de supersymétrie, mais il y a d'autres théories de dimensions supplémentaires. Il y en a qui proposent qu'au lieu d'avoir 4 dimensions, le temps et x, y, z, on aurait une dimension supplémentaire, ou même encore une autre, ou même il y en a qui parlent de 10 dimensions. Et ces théories, elles sont toutes plus loufoques les unes que les autres. Elles apportent toujours ou souvent une particule en plus, ou plusieurs particules en plus. Et c'est ça qu'on appelle la matière exotique. C'est pour dire que c'est des modèles exotiques par rapport aux modèles qu'on étudie en ce moment, le modèle standard, on va dire, voilà. D'accord. J'aurais une question, parce qu'il y a encore une chose dont on n'a pas parlé, et pourtant, ça pourrait éventuellement correspondre à la description que tu en faisais. Tu me disais tout à l'heure qu'on pourrait éventuellement avoir des particules qui seraient des particules qui correspondraient aux particules qu'on connaît, mais qui seraient différentes. Donc tu nous parlais de supersymétrie tout à l'heure. Et, Mmh. et moi j'ai quand même entendu parler de particules qui avaient l'air un petit peu de faire des choses similaires, comme ce que toi tu disais, mais qu'on détecte et qu'on observe aussi aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle l'antimatière, puisque à ma connaissance, il y a justement des particules, et puis chaque particule a son opposé, qu'on appelle donc des antiparticules, mais qui elles sont étudiées aussi au CERN. Est-ce que cette antimatière, elle a une place dans tout ça ou pas? Alors voilà, merci pour la question. C'est une question que beaucoup de gens, posent. C'est vraiment là, je pense que c'est aussi quelque chose qui est un peu confus dans la tête des gens. C'est qu'en disant antimatière, ça paraît un peu mystérieux, ça paraît un peu étrange, inconnu. Et en fait non, l'antimatière, c'est simplement comme tu disais, si tu prends une particule, dans le tableau de gauche là et tu inverses la charge et aussi les propriétés du style, je vais pas les citer, mais il y a spin Le et spin. cetera. Donc voilà. Donc on inverse, on va dire en gros la charge et on obtient l'antiparticule. Par exemple, l'électron devient le positron, c'est-à-dire un électron avec une charge positive. Le muon devient l'antimuon, et cetera. Et ça, c'est pas du tout étrange ni inconnu puisque on les a toutes observées, toutes dans ce tableau, on les a toutes observées. On connaît bien leur masse, on va dire avec une assez bonne précision. Et donc c'est pas du tout là la question. En fait, la seule chose qui est en ce moment étudiée avec l'antimatière, c'est quelque chose d'assez intéressant d'ailleurs, c'est il y a des gens qui vraiment essayent de mesurer de façon extrêmement fine les charges et la masse de ces antiparticules pour voir s'il n'y a pas peut-être une toute petite différence avec les particules. Pourquoi ils font ça? C'est parce que peut-être que vous savez que maintenant dans l'univers, l'univers entier est fait de matière et pas d'antimatière. Or, on sait qu'au moment du Big Bang, on a créé presque autant de matière que d'antimatière. Et donc, comment ça se fait que maintenant, à l'heure actuelle, il n'y ait quasiment plus d'antimatière? Ça veut dire qu'il y a eu un espèce de déficit d'antimatière et que tout s'est annihilé. Vous savez qu'une particule qui rencontre son antiparticule, bah, ça donne un photon. Donc il faut vraiment, à la fin, s'il y a un déficit d'antiparticules, qu'est-ce qui reste? Il reste plus que les particules. Et donc, mais la question qui intéresse beaucoup, beaucoup de physiciens en ce moment, c'est pourquoi il y a eu ce déficit? Quelle est la raison de ça? Alors voilà, c'est pour ça que les gens en ce moment étudient vraiment très, très finement les propriétés ils essaient par exemple de produire des anti-atomes, un anti-atome d'hydrogène ou un anti-atome d'hélium pour voir si ça se comporte exactement comme un atome. Et donc D'accord. ça, c'est pas la question que j'aborde ici.
Parce que la supersymétrie, non seulement ça a inversé, les charges et cetera, mais ça a inversé aussi le type. C'est-à-dire qu'au lieu d'être un fermion, ça devenait un boson. Je sais pas si tu as remarqué dans le tableau et ça change tout. Ça veut dire qu'au lieu d'être un composant de la matière, ça devient un médiateur de la force et donc c'est plus du tout la même chose. C'est-à-dire Ça que, les particules qui sont des vraies particules dans le modèle standard, dans la partie supersymétrique deviennent des médiateurs comme des médiateurs de force comme les photons et les particules médiatrices de force, genre le photon, son opposé dans la supersymétrie deviendrait une vraie particule normale. C'est-à-dire que tu changes et voilà, carrément leur fonction, quoi. c'est ça. C'est pour ça que ça va beaucoup plus loin et que c'est quelque chose qu'on n'a encore jamais vu. Voilà, c'est ça. Et après, je sais pas si tu continues à aller sur ce sujet parce que je vois qu'il y a des questions intéressantes sur l'intelligence Vas-y, artificielle et vas-y, je cetera. t'en prie, c'est toi qui choisis le sujet dont tu veux parler, il y a aucun problème, hein. Vas-y, vas-y. Donc, je pense que ça fait un bon enchaînement parce que, merci pour la question liée au 75-14. En fait, je voulais un peu parler de c'est quelque chose d'assez impressionnant qu'il faut que les gens sachent, c'est comment on fait avec ces 40 millions de collisions par seconde. Et c'est ce qu'on fait vraiment comme collision de façon, journalière. Tous les jours, on a ce nombre de collisions, sachant que chaque collision va produire, comme vous avez vu, une myriade de particules. Chaque particule va produire, une myriade de trajectoires et de points dans tous les sens dans le détecteur. Et en ce moment, en fait, on a tellement accéléré, et tellement, augmenté la luminosité, c'est-à-dire on a tellement de collision à chaque fois qu'on croise 2 paquets, il n'y a plus seulement 2 protons qui se cognent, mais maintenant il y en a, on va dire 40. Donc il faut vraiment, prendre les ordres de grandeur et en fait, pour un être humain, c'est impossible de vraiment tout analyser. Il faut vraiment faire appel à des algorithmes qui vont aller nous sélectionner les événements qui vont être intéressants. Parce que vous imaginez que si vraiment déjà si on enregistrait toutes ces données sur des disques durs, il y a quelqu'un qui s'est amusé à faire le calcul, on obtiendrait une tour, aussi grande que la tour Eiffel en 1 an de disques durs. Donc ça, c'est vraiment pas possible d'étudier tout ça. Et au-delà de ça, on n'aurait pas, l'énergie, enfin le calcul, on n'aurait pas assez de puissance de calcul pour tout, calculer et donc Il y a Skygeek 21 qui te propose de piquer les ordis de tout le monde pour les mettre ensemble. ça pourrait être bien si les gens sont d'accord, on pourrait faire ça. Non, mais au-delà de ça, on il y a vraiment des plein de il y a des questions de propriété intellectuelle aussi et puis bien sûr, c'est des choses un peu difficiles d'accès, bien sûr, pour les gens qui n'ont pas pris les données. En fait, dans Atlas, les données ne sont accessibles à personne à part aux physiciens qui se sont inscrits dans la collaboration. Donc c'est pour ça que c'est un peu compliqué comme démarche. Mais effectivement, merci pour la proposition. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on doit sélectionner des événements intéressants et on en sélectionne très peu finalement par rapport à toutes les collisions qu'on fait et on sélectionne sur la base de l'énergie qui a été la masse de la particule qui a été produite ou bien si elle est bien reconstruite ou alors si au contraire elle a une mauvaise résolution, ce genre de choses et en faisant ça, ça nous permet de vraiment élaguer et de garder que le plus intéressant. Alors peut-être qu'on est en train de louper plein de choses intéressantes, mais bon ça c'est malheureusement c'est le travail et finalement, donc une fois qu'on a ça, on a encore beaucoup de soucis parce qu'il faut je sais pas, dommage, j'ai pas d'image, mais si vous vous représentez une collision, si vous prenez une photo de la collision, vous n'y verrez absolument rien. Ce serait une quantité de traces qui vont dans tous les sens et alors c'est vraiment à se tirer les cheveux et heureusement, il y a eu l'intelligence artificielle pour nous aider. C'est-à-dire que, en utilisant ces algorithmes, on peut vraiment essayer d'entraîner un programme. Je, On je, lui dit: «Bah, tiens, voilà, quelle est l'image d'une vraie trace». On l'entraîne sur ça et ensuite on l'applique sur ce qu'on voit. je te Vas-y, trouve dis-moi. l'image que tu m'as demandé pendant que tu continues. Ah, Elle va arriver. merci beaucoup. Hop. Donc voilà, donc c'est grâce à cet entraînement qu'on fait, on lui dit: «Bah, voilà, tiens, on te donne, 100 événements simulés qui sont parfaits, qui sont des belles traces et maintenant à toi d'appliquer cet algorithme sur les vraies données et qu'est-ce que tu vas nous trouver?» Et bien sûr, on compare entre, ce que la voilà, c'est un peu ce genre de truc qu'on a. Donc vous C'est-à-dire voyez, que c'est un peu voilà. ça, c'est une collision, c'est complètement fou. Ah, c'est ça, c'est impossible pour un être humain de savoir ce qui s'est passé. Donc il faut vraiment faire appel non seulement à l'intelligence artificielle, mais aussi à des algorithmes plus simples
mais qui demandent beaucoup de puissance de calcul. On va aller chercher chaque pixel, chaque, cellule du détecteur et aller voir la suivante et aller voir s'il n'y a pas eu d'un bruit ou un enfin, c'est absolument compliqué. C'est un travail qu'on ne fait pas tout seul. En fait, il faut savoir qu'on est 3000 personnes à travailler, sur cette collaboration, sur ce détecteur et ces 3000 personnes ont toutes une importance cruciale. Si quelqu'un part, ben, on a vraiment du mal à tout faire tourner correctement, quoi. Voilà. Ça, on a ça 100 millions de fois par seconde. 40 millions de fois par seconde, c'est ça, 40 ouais. millions de fois par seconde. Et Skygeek demande est-ce que chaque trait c'est une particule? C'est pas une particule, c'est la trajectoire, on va dire, d'une particule qui oui, en fait, c'est une particule parce que chaque particule qui s'est désintégrée peut se désintégrer en d'autres particules, donc à la fin, c'est bien ça. C'est ça. Donc on résout ce genre d'enquête-là 100 000 40 millions de fois par seconde. Et voilà, donc c'est ça Facile. toute la complexité, ouais, D'accord, donc on OK. Et juste pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, même si je m'abuse, dis-moi si je me trompe, même en ne sélectionnant qu'une infime partie de toutes ces collisions, celles qui ont été traitées et considérées au préalable, comme intéressantes, même en ne filtrant qu'une infime partie, cette infime partie représente quand même une quantité de données absolument monstrueuse et, oui. et c'est pour ça, si je ne m'abuse, qu'il y a des choses comme ça, ce qu'on appelle des centres de calcul, hein. Il y en a un sur Lyon, justement, qui permet justement, qui permet de stocker toutes ces piles de données dans des quantités extrêmement vastes d'ordinateurs, de disques durs, de bandes magnétiques, pour que vous puissiez travailler. Exactement, c'est ça l'idée, ouais, ouais, à Lyon, il y en a un. Donc en fait, le CERN, il a mis en place tout un système où en fait, les données déjà, il faut pas qu'elles soient perdues. Si on perd les données, c'est absolument catastrophique, on peut plus démontrer, nos résultats. Donc déjà, elles sont enregistrées 2 fois, une fois au CERN et une fois dans un autre cluster, on va dire. Ça peut être Lyon, ça peut être ailleurs. Donc les données sont toujours au moins disponibles 2 fois quelque part. Et non seulement ça, mais en plus, pour que les gens puissent analyser toutes ces données, bien sûr, tout le monde ne va pas se connecter au CERN pour les analyser, sinon vous imaginez un peu la densité de connexion qu'il y aurait. En fait, ces données sont distribuées un peu partout dans le monde. Donc il y a des clusters partout dans le monde. Alors il y en a des différents types. Il y a des gros clusters. Lyon est un des gros clusters. Et il y a des sous-clusters qui vont être un peu moins importants. Et par exemple, au LAP, à Annecy, on a un de ces sous-clusters. Et donc finalement, il y a on va dire qu'il y a une centaine de clusters comme ça dans le monde entier où les données sont dispersées et comme ça, chaque utilisateur va aller, vers l'endroit le plus proche, on va dire, ou le moins, demandé en ce moment, pour avoir une vitesse d'accessibilité qui est plus importante. Et donc ouais, vas-y. Non, non, pas de souci. J'ai justement Yav 49 qui te demande, mais justement dans tout ça, toi, on revient un peu sur toi, qu'est-ce que tu fais concrètement? Est-ce que tu fais partie de ceux qui analysent les données? Est-ce que tu fais plutôt les calculs et la théorie? Et est-ce que tu vas au CERN physiquement? Alors oui, oui, donc merci pour la question. Donc moi, c'est exactement ce que je fais, c'est que j'analyse toutes ces 40 millions de collisions par seconde, donc depuis, on va dire 10 ans, depuis 2010. Pour essayer de trouver cette matière noire justement. Bon, c'est pas exactement ce que j'ai fait tout le temps, mais c'est moi ce que je fais en ce moment, c'est vraiment ça. Et donc qu'est-ce que je fais vraiment pour être plus précise? C'est que moi je cherche, un processus qui est assez rare, c'est-à-dire, ça existe dans le modèle standard, il est prédit par les équations, mais il a la propriété d'être très, faiblement produit, c'est-à-dire qu'on le produit qu'une centaine de fois par an. Donc c'est un taux qui est assez faible mais l'intérêt qu'il a, c'est que si par contre ce processus à l'intérieur, comme je vous ai montré tout à l'heure, il y avait un peu de matière noire, alors ça changerait du tout au tout et dans ce cas-là, j'aurais vraiment une évidence assez claire de l'existence de matière noire. Donc c'est Tiens. un peu je prends un risque, mais d'un autre côté, j'ai des gros intérêts derrière. Donc tu cherches Mais quelque chose qui est rare, mais si tu le trouves, c'est jackpot. si je le trouve tel que la théorie le prédit, bah, c'est pas si jackpot que ça parce que j'ai simplement démontré que la théorie actuelle était correcte. Mais c'est comme ce serait la première fois qu'on le montrerait, alors, c'est déjà une avancée dans la physique. Mais si en plus je montrais que si je l'observais, mais qui de façon différente à ce qu'on s'attend, qui ne colle pas avec la théorie, qui ne marche pas avec la théorie, alors ce serait double jackpot parce que non seulement je l'aurais observé, mais en plus j'aurais montré qu'il y avait de la matière noire, qui s'était glissée à l'intérieur.
Donc c'est D'accord. vraiment un double jackpot, c'est pour ça que je l'étudie. Et qu'est-ce que je cherche exactement? Moi, mes 2 traits là qui partent, à la fin avec les flèches qui partent vers l'extérieur, ça c'est un boson W. On a vu tout à l'heure que c'était un des médiateurs de la force, faible, et un Z aussi, un autre médiateur de la force faible. Donc je cherche un boson Z et un photon, pardon, donc un grain de lumière, on va dire, qui, propage la force, électromagnétique. Donc je cherche ces 2 choses et donc c'est une production de 2 bosons en même temps, donc comme c'est des choses assez rares, c'est pour ça que voilà, je m'intéresse à ce genre de processus. Et en entrée ici, dans les 2 choses qui rentrent, je cherche des quarks en fait, des quarks, les plus pro et qui viennent des protons qu'on a envoyés les uns contre les autres. Et donc qu'est-ce que je fais? Moi, c'est dans la masse d'informations que j'ai, je cherche des événements dans lesquels il y a un Z, un boson Z et un photon, tous les 2 ensemble produits en même temps, avec certaines propriétés. Et donc oui, je ferai vraiment de l'analyse donnée, c'est-à-dire que je vais aller prendre, mes milliards de milliards de milliards d'événements et parmi eux chercher, de façon fastidieuse et patiente, si je trouve, mon Z et mon photon ensemble avec les propriétés que je veux. Voilà. Donc Et c'est ça Nareil, l'in est-ce que tu en as trouvé? Est-ce que tu en as vu? Alors oui, j'ai vu des Z et des gammas ensemble, des Z et des photons ensemble, ça j'en ai vu. Et pour l'instant, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que j'ai des erreurs de mesure qui sont trop grandes et j'ai aussi pas assez d'événements. C'est-à-dire que j'ai déjà publié des articles sur ça, où en fait je n'en voyais qu'une dizaine. Et bien sûr, avoir qu'une dizaine d'événements, c'est comme si vous jetiez 10 fois un dé, vous obteniez 10 fois un 6, vous allez dire: «Oh bah voilà, le dé il est pipé». Par contre, si vous le jetez, 1000 fois et vous allez bien voir qu'à un moment donné, ça va se rééquilibrer, là, vous allez c'est vraiment sur ce principe que je pars, c'est qu'il faut vraiment que j'ai au moins vu une centaine de fois l'événement pour être sûre que je l'ai vu, voilà. D'accord. Donc c'est pour ça que pour l'instant, j'ai rien de concret et en plus de ça, cet événement est assez compliqué. Il y a beaucoup de mesures, d'erreurs de mesure qui sont du fait que les détecteurs ont une résolution, qui est finie. Enfin, je veux dire, ils sont pas parfaits, quoi. Donc bien sûr, il y a des erreurs dessus, mais ces erreurs sont pour l'instant trop grandes, donc il faut que je continue à affiner, à trouver des nouvelles méthodes d'analyse pour, essayer d'être plus précis et donc pour l'instant, je ne suis pas encore arrivée à vraiment les voir. Voilà. D'accord. Alors on a déjà un peu dépassé, mais je pense qu'on va prendre l'habitude sur cette deuxième saison de dépasser toujours un petit peu de quelques minutes. Pour terminer, donc on a parlé, un tout petit peu de ce que tu as fait au début, là beaucoup de ce que tu fais maintenant, des résultats que tu as ou que tu n'as pas et je pense qu'on peut terminer, avec une question de Lio qui aujourd'hui est très, très prolifique en questions, sur l'avenir cette fois-ci. Il te demande: «Est-ce que le LHC est déjà à plein régime ou est-ce qu'on peut espérer, avoir de nouveaux types d'événements en montant en puissance? Est-ce qu'on va pouvoir monter en puissance? Est-ce que c'est prévu? C'est quoi le futur pour ta recherche par rapport à ce bel outil?» Alors voilà, donc il y a 2 aspects à prendre en compte pour parler d'évolution de la machine. Il y a d'une part l'énergie de collision, donc c'est ce dont on a parlé tout à l'heure, les 13 téraélectronvolts, qu'on met, au centre et d'autre part ce qu'on appelle la luminosité, c'est-à-dire combien de protons se cognent à chaque fois que j'envoie 2 paquets l'un contre l'autre. Donc jusqu'à présent, on en est à une quarantaine de protons qui se cognent à chaque fois que j'envoie 2 paquets l'un contre l'autre. Et l'un des paramètres qui va évoluer dans le futur, ça va être ce nombre de fois où ça se cogne. C'est-à-dire, il va y avoir de plus en plus et on va atteindre une centaine de fois où les protons se cognent à chaque fois qu'il y a une collision entre 2 paquets. Et ça, pourquoi on fait ça? C'est parce que comme on n'a encore rien observé de notable, on veut, encore plus produire d'événements rares, comme je suis en train d'étudier par exemple. Et pour cela, il faut en voir encore plus, encore plus, encore plus de collisions et donc il faut vraiment augmenter le nombre de fois où les protons se cognent. Voilà Donc et ça va évoluer, donc on va vraiment l'augmenter et d'autre part, l'énergie des faisceaux, elle a très peu de chances d'évoluer. Pourquoi? Parce qu'on est limité par les aimants. Les aimants, en fait, c'est les aimants qui sont installés dans les LHC. C'est vraiment eux qui vont donner l'énergie parce qu'en fait, il faut savoir que une particule, si on la laisse libre, elle va aller tout droit. Il n'y a pas de raison qu'elle fasse le tour gentiment de l'accélérateur. Et donc, comment on fait pour les incurver, les faire suivre la direction de l'accélérateur? En mettant des aimants, puisqu'on sait qu'une particule chargée, sous un champ magnétique, va vraiment adopter une trajectoire incurvée. Et en mettant ces aimants, on va pouvoir les incurver. Par contre, si vraiment
les aimants ne sont pas assez puissants, on va avoir une limite à un certain moment donné, les particules vont continuer à aller tout droit. Donc c'est ça qui nous limite pour le moment. Je pense pas qu'on arrivera à dépasser les 14 TeV, c'est vraiment la limite, pour le LHC. Non seulement le LHC, mais aussi ce qu'on appelle le High Luminosity LHC, c'est-à-dire la haute luminosité LHC. C'est ce qui va avoir lieu en 2024. Donc il faut savoir qu'en ce moment, on tourne et on va s'arrêter pendant 2 ans autour de 2024 pour un redémarrage en 2026. Et là, en 2026, normalement, le nombre de collisions, par croisement de paquets, on va dire, va être beaucoup plus important. Mais l'énergie sera sans doute la même. Voilà. D'accord. Ce qui pour toi n'est finalement pas forcément un problème puisque, tu as déjà tes événements et toi ça t'intéresse plus d'avoir plus d'événements que d'avoir des collisions à plus haute énergie? Pour moi, oui. Moi, j'espère que d'ici là, quand même, j'aurai observé mon processus parce que là, ça commence à faire long. D'accord, Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est un peu on va dire dommage dans la communauté. De plus en plus de gens, se posent la question, puisque en fait, ça va continuer. En fait, on va continuer à améliorer nos précisions, avoir de plus en plus d'événements, mais il va pas y avoir de révolution. C'est-à-dire qu'on va pas avoir de nouvelles particules tout d'un coup et ça, c'est problématique. Il y a des gens qui se posent la question finalement de continuer sur cette lancée. Voilà. d'accord. Alors ton image a figé un petit peu, alors c'est pas grave parce qu'on était arrivé à peu près à la fin. Il y a encore un certain nombre de questions, hein, Lio, je te conseille, je sais que tu te brides, hein, mais garde-en encore quelques-unes sous le coude, on aura l'occasion de revenir un petit peu là-dessus. Skygeek demandait si les scientifiques ne voudraient pas construire un accélérateur plus grand encore. Euh, Alors oui, exactement. Oui, tu m'entends quand même, même oui, s'il oui, je m'arrive. t'entends, je t'entends. Alors, oui, en fait, l'idée, c'est qu'ensuite, après la phase de HL LHC, donc le High Luminosité LHC qui va terminer aux alentours de 2034, on veut construire un plus gros qui fera 100 kilomètres de circonférence. Là, pour l'instant, le LHC, il fait 27 kilomètres. 100 kilomètres de circonférence pour atteindre, par contre, une énergie plus grande avec des nouveaux aimants aussi, du coup, des aimants plus puissants et l'énergie, je sais, il y a différentes théories, mais elle serait, doublée, voire triplée, donc on ne sait pas encore. Pour, voilà, observer, des particules qu'on ne connaît pas encore, voilà. Donc ça, c'est l'idée et je vois qu'il y a aussi, est-ce que ça redémarre en mai, le LHC? Eh bien oui, c'est à peu près ça, je pense, vers le mois de mai, on va devoir redémarrer. D'accord, Voilà. très bien. Eh bien, écoute, Narey, je pense qu'on va s'arrêter là pour l'instant. Mmh. Je voudrais te remercier beaucoup d'avoir été là. Je remercie à chaque fois beaucoup les choses, mais c'est important. Merci à toi de nous avoir donné de ton temps, d'être venu ici pour discuter avec nous, pour nous expliquer aussi simplement des choses aussi compliquées. Je voudrais aussi vous remercier, vous qui êtes venus, qui êtes aussi fidèles et qui nous suivez aussi à chaque fois. Donc merci à vous de venir discuter avec nous, d'être aussi intéressés, de poser aussi des questions aussi passionnantes, parce que c'est quand même pour ça qu'on est là, c'est pour discuter ensemble. Juste avant que on se quitte, je voudrais juste vous rappeler pour la suite. Donc cette semaine, je vous rappelle qu'on se retrouve 3 fois par semaine avec 3 activités différentes. Le lundi, on reçoit un ou une scientifique. Le mercredi prochain, eh bien, on se retrouvera à 16 h pour un médiateur at home. Donc cette fois-ci, ce sera moi, encore une fois, qui animerai ce moment. Et la semaine dernière, on avait utilisé un planétarium virtuel pour observer un peu ce qu'il y avait dans le ciel. Ce mercredi, eh bien, on va jouer ensemble et on va voir comment est-ce qu'on peut faire des jeux vidéo et faire de la science en même temps. Donc on se retrouvera avec un jeu vidéo qui permet de construire des fusées et je vous parlerai de mécanique spatiale. Et puis enfin, vendredi, eh bien, on se retrouvera à 18 h, cette fois-ci avec Camille, et ce sera le YouTuber at Home avec un nouvel invité dont je vous parlerai la prochaine fois. Voilà, merci à tous. Merci beaucoup, Narey, et on se Merci à toi. retrouve la prochaine fois. Au revoir à tous. Au revoir.